Ah merde alors, comment on dit Comment ça ça merde alors? But alors you are French? C'est à moi que tu parles. Alors à qui est-ce que tu parles? T'en vois un autre que moi ici? Salut les cinéphiles, bonjour ou bonsoir à tous, c'est Alex. Bienvenue dans ce nouveau débat du Saloon consacré au film The Devil All the Time, sorti ce mois de septembre sur Netflix. Thriller horrifique qui s'intéresse aux pulsions démoniaques d'une Amérique déclassée dans les années 50 et 60, à l'esthétique léchée et à l'allure de cinéma indé que n'aurait pas renié Sundance. C'est donc sur le petit écran que nous est proposé ce film, au casting plutôt alléchant. On y retrouve notamment l'interprète des Spider-Man de Marvel, Tom Holland, mais aussi Robert Pattinson, Jason Clarke, Mia Wasikowska, Bill Skarsgård ou Sebastian Stan. Tout ce beau monde qui fait que ce film nous a suscité en fait notre intérêt. Vous allez le voir, nous divise aussi. Et c'est pour ça qu'on a eu envie de vous en parler et surtout d'en débattre avec toi, Thibaut Ducret. Salut mon cher Thibaut. Mais salut Alex. Et avec Florian Pouplin aussi, toujours là pour vous servir. Oui. En toute occasion, absolument. En effet. Salut Florian, bienvenue Bonjour, à toi. merci. Et bienvenue à vous deux. Donc les gars, c'est simple, le débat du Saloon reprenne. Si vous êtes prêts à taquiner le malin, eh bien c'est parti. Fais pas chier. Fais pas chier ou je te ferai une guerre comme t'en as jamais vu. Réalisé par l'américain Antonio Campos, à qui l'on doit After School, Simon Killer ou Christine, The Devil All the Time, qui se dit... C'est lui qui a fait Christine. Mais voilà, oui. Ah, j'ai beaucoup aimé ce film. Mais c'est Carpenter, ça, mon cher ami. Ah mince. Ouais, Bon, excusez-moi. voilà. Donc non, Antonio Campos, voilà, qui a signé tous ces films, et là il signe donc The Devil All the Time, Le Diable tout le temps, en français, qui nous plonge donc dans les campagnes de l'Ohio et présente une galerie de personnages, notamment Willard Russell, qui est un vétéran de la Seconde Guerre mondiale qui croit dur comme fer aux offrandes sacrificielles pour sauver sa femme d'un cancer. On suit aussi un couple de serial killers, un flic ripou et un pasteur nymphomane qui aime les jeunes vierges. Vous l'aurez compris, il est question de religion, de péché, de sang, de violence, de mort et surtout du diable qui sévit tout le temps. Que penser de ce film, Thibaut ? Alors, que penser de ce film ? En tout cas, moi, j'en pense que c'est un film assez inégal, parce que, pour rappel, je ne sais plus si tu l'as mentionné, mais c'est une adaptation d'un bouquin. Non, c'est vrai, je ne l'ai pas mentionné. Voilà, je n'ai plus le nom d'auteur parce que je fais mal mon travail, mais... Donald Ray Pollock. Voilà, décidément, Florian est effectivement là pour nous servir. S'il y en a un qui fait mal son travail, c'est moi, parce que j'aurais pu quand même le citer dans l'intro. Bon, alors ça va, je suis excusé. Mais du coup, je trouve que les défauts et les qualités de ce film se ressentent un peu dans le fait que c'est une adaptation d'un bouquin, justement, parce que pour moi, ça donne lieu à une structure assez bordélique. Je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter, à quelques intrigues parallèles qui sont pas très intéressantes. Je pense qu'il aurait fallu peut-être faire un peu plus de tri dans ce bouquin qui, de ce que j'en comprends, doit être assez dense. Mais malgré tout, il y a justement un côté littéraire assez intéressant. Et puis, c'est un film choral, finalement, justement, avec plusieurs destins qui se croisent sur plusieurs époques. Et c'est ce qui fait aussi la force du film. Enfin, moi, je suis toujours assez friand des films choraux. On va y aller pour cet accord. Tout à fait. Je valide. Et donc voilà, pour un film Netflix, on a eu pas mal de sorties Netflix ces derniers temps qu'on a décidé de ne tout simplement pas évoquer dans ce podcast. Là, je trouve que ça vaut le coup quand même parce qu'il y a de belles qualités. Ouais, effectivement, et des qualités visuelles aussi, notamment. On pourra en reparler. Un avis rapide, Florian. Alors oui. Tu rejoins Thibaut ou pas ? Je rejoins, c'est Thibaut. Notamment dans l'écriture, je trouve que c'est très mal branlé. Je trouve qu'il y a un déséquilibre énorme entre l'histoire principale qui, elle, est intéressante et les histoires secondaires qui, elles, ne le sont absolument pas et n'apportent presque rien, en tout cas dans le film. À part pour des espèces de twists finaux un peu chelous qui tombent à plat assez rapidement. Moi, je trouve que le travail d'adaptation a été très mal fait. Soit il fallait couper beaucoup plus de choses, comme vient de dire Thibaut, soit il fallait tout simplement mieux savoir écrire. J'ai pas le nom de celui qui a adapté le roman. Mais je crois que c'est Campos lui-même, non ? Ouais, alors voilà, scénario, peut-être. En tout cas, moi, il y a un gros problème d'adaptation. Ayant lu le livre, dans le livre, il y a des défauts que le film reprend, surtout thématiquement. Mais au niveau narratif, il aurait vraiment dû faire beaucoup plus de choix drastiques, parce qu'il essaye de tout faire. Et le bouquin n'est pas long, il fait 300 pages à peu près, mais 300 pages en 2h20, c'est absolument pas suffisant, et je trouve que ça se ressent énormément. Et donc voilà, moi je trouve qu'il y a un gros déséquilibre et que le film ne raconte finalement pas grand-chose de nouveau.
Voilà. Ouais. Non, Alors, je pense qu'on va en reparler tout Alors ça. exactement, ça c'est vrai, je peux te rejoindre là-dessus sur le fait qu'effectivement le film ne réinvente pas la roue et puis que finalement Ni le fil à couper le beurre. Absolument mon ami. Ce qu'il a à nous dire, c'est vrai, sur la violence, la religion, l'Amérique déclassée, rurale, etc. C'est vrai qu'effectivement il y a rien de nouveau, mais je suis pas vraiment d'accord avec vous sur la narration parce que moi je l'ai trouvé plutôt assez maligne dans l'imbrication justement de ces différents parcours, de ces différents personnages pour se relier au final au destin, en fait, c'est ça qu'il faut dire. Et puis c'est pas un spoil que de dire ça, mais tout se recoupe autour en fait du personnage de Tom Holland qu'on va suivre en fait en gamin au tout début du film, et puis ensuite on va suivre son parcours jusqu'à ce qu'il devienne jeune adulte. Et puis tous les personnages au début effectivement n'ont pas grand chose à voir, donc c'est vrai que ça peut paraître au tout début du film, on peut se dire mais pourquoi est-ce qu'il essaye de nous raconter ça sans aller justement dans le fond des choses sur tel personnage, sur le personnage du flic, sur le personnage du pasteur, sur le personnage les personnages justement du couple de serial killer. On se pose un petit peu ces questions. Effectivement, c'est assez vain, mais je trouve que ça reste en fait assez tendu et divertissant justement et bien ficelé. Moi, j'ai trouvé en tout cas dans les différents arcs narratifs qu'il déploie pour justement susciter l'intérêt, pour suivre petit à petit les différentes intrigues et les différents arcs narratifs qui vont arriver justement à se recouper, pour pas raconter effectivement quelque chose de sensationnel, mais en tout cas pour nous expliquer dans quel monde vit en fait le personnage de Tom Holland et à quelle violence et à quels actes démoniaques il doit faire face dans la vie pour s'en sortir. C'est un peu ça le fin mot de l'histoire. Mais moi, contrairement à vous, c'est vrai que j'ai trouvé ça plutôt bien rythmé en fait. Donc je vous rejoins pas trop là-dessus. C'est pas un problème de rythme, je dirais. Je pense que c'est plutôt un problème d'écriture des personnages. Comme tu le dis, le personnage de Tom Holland et de son père, qui est dans le premier quart du film. Bill Skarsgård, ouais. Voilà, qui est joué par Bill Skarsgård. Le clone de ça. Qui est donc, exactement, qui est donc le personnage principal, hein, le personnage de Tom Holland. Lui est bien écrit. Ouais. Le problème que j'ai avec les personnages secondaires, c'est qu'ils ne sont presque pas écrits. C'est les faire valoir, en fait. C'est ça, voilà. Mais moi, ça me pose pas de problème. Alors moi, ça me pose un problème parce que des faire valoir qui sont en fait des personnages de situation sur lesquels on passe quand même beaucoup de temps, je trouve, sans les faire évoluer une seule seconde. Et ils vont juste servir. En fait, on nous aura montré tout ça, et c'est pour ça que je parlais des twists finaux au tout début. C'est que quand va arriver leur rôle, en fait, le truc pour lequel on nous en parle depuis 2 heures, ouais. Et ben finalement, le moment où tout se recoupe dans l'histoire, c'est ça. En fait. Ouais. Finalement, ça sert à rien. Ils servent pas à grand chose, en fait. Pour l'évolution du personnage principal, il aurait pu trouver autre chose de beaucoup plus impactant, ou alors il aurait tout simplement pu juste mieux écrire ses personnages, parce qu'on les voit beaucoup quand même, et ce sont des personnages qui n'évoluent absolument pas, ce sont des personnages situation, c'est-à-dire qu'ils sont comme ça, on ne sait pas pourquoi, on ne s'y intéresse pas, ils n'évoluent absolument pas. Encore une fois, j'ai utilisé beaucoup le terme évoluer, parce que c'est vraiment un truc qui m'a vraiment choqué entre guillemets dans ces personnages, surtout que dans le bouquin, contrairement au film, tous les arcs narratifs sont beaucoup plus développés, et le personnage principal est traité avec autant de place que les autres personnages, et donc la fin fait beaucoup plus sens, en fait. Ouais, je comprends. Voilà. Je comprends ce que tu dis. Après, effectivement, moi, le fait que ce soit un peu des archétypes et des faire valoir ces personnages, ça me pose pas trop de soucis, dans le sens où même s'il n'y a pas un impact clairement dramatique, familial ou autre sur justement le personnage de Tom Holland, au final, ces faire-valoir sont là pour nous montrer la manière dont peut agir la violence et le péché sous différentes formes, en fait. Et puis, justement, faire un état des lieux de la manière dont la violence peut s'exprimer dans la société à travers différents personnages. Il ne le montre absolument pas. Comment ça ? Il le montre visuellement, mais ça n'a aucun poids philosophique ou psychologique. Du coup, ça ne le montre pas. Tu vois ce que je veux dire ? Les personnages n'existent pas en soi puisqu'ils n'évoluent pas. Donc, il ne montre rien, ce film. C'est ça que j'essayais de te dire. Ça montre ça montre pourquoi, absolument. Alors, j'attendais l'occasion d'intervenir, merci. Non, mais j'en pense qu'effectivement, je n'irais pas jusqu'à dire que ces personnages secondaires ne racontent rien et n'évoluent pas, mais le problème, voilà, on l'a un peu touché du doigt, c'est que c'est un film choral qui manque énormément d'homogénéité. C'est-à-dire que, comme tu le disais, Alex, pour moi, il y a vraiment 2 personnages assez passionnants qui constituent vraiment le cœur émotionnel
émotionnel du film, c'est ces deux orphelins, donc c'est le personnage de Tom Holland et sa demi-sœur, entre guillemets, et leur parcours, pour moi, c'est le plus intéressant, c'est le plus touchant aussi, tout ce qui arrive au personnage de la jeune fille, moi, de mon côté, ça a plutôt marché, et c'est, je trouve, leurs intrigues à eux les plus pertinentes au niveau thématique aussi, c'est-à-dire que, voilà, tu l'as dit, les deux principales thématiques du film, c'est la religion, la violence dans ces milieux, et chacun de ces deux personnages incarne un peu tout ça. Il y a le rapport à la violence du côté du personnage de Tom Holland, et elle, c'est aussi tout ce qui touche à la foi avec l'héritage de ses parents, etc. Et ça aussi, c'est un truc intéressant que travaille le film, c'est la question de l'hérédité et de la reproduction des schémas. Eux, ce sont les deux êtres saints en fait qui vont essayer de se dépatouiller justement dans la violence de la vie. Qui vont être confrontés à ça et qui vont devoir effectivement évoluer là autour. Maintenant, autour d'eux, je trouve qu'il y a des personnages intéressants. Le personnage de la grand-mère existe quand même assez bien, je trouve. Effectivement, c'est ce couple de serial killers, il est utile narrativement à deux endroits dans le film. Un moment au début et au moment de la résolution finale, mais ils sont plutôt satellites tout le reste du film. Et puis il y a à côté de ça le personnage du flic incarné par Sebastian Stan, qui est, je trouve, absolument inintéressant dans ce qui lui arrive. En plus, il constitue, mini spoiler, un espèce de boss final. Et pour moi, ça fonctionne pas vraiment vu qu'on l'a pas du tout. Non, c'est pas ridicule. Mais non, c'est pas ridicule. Ça a à peu près du sens dans l'écriture, mais vu qu'on l'a puissance émotionnelle. On l'a pas tellement construit avant. Non, on sait juste qu'il veut se faire élire et qu'il est prêt à tout pour ça, et puis voilà, c'est un antagoniste assez peu convaincant, quoi. Mais j'aime bien en fait ce parti pris finalement un peu sans concession et ultra nihiliste de justement, comment dire, construire les personnages comme des faire-valoir, des archétypes où finalement on leur laisse aucune échappatoire. En fait, on est là en disant regardez comme ils sont mauvais, regardez comme ils sont horribles, regardez la violence qu'ils mènent, etc. Et donc c'est juste des personnages fondamentalement mauvais. Et le fait que le film accentue ça en fait et en fait aussi une caricature avec des acteurs qui cabotinent aussi par moments et qui exagèrent le trait. En fait, moi justement, je suis dans cet archétype-là et ça me pose pas de problème parce que le réalisateur il va à fond et assume en fait ce fait-là de se dire c'est comme si il gueulait tous pourris hyper fort en courant en caleçon dans la cambrousse en disant je vous emmerde tous, vous êtes tous pourris, vous êtes tous nuls, et en fait je trouve qu'avec cette lourdeur là quelque part en fait ça passe. Ouais, par rapport à ça, effectivement, il y a un truc sur la fatalité qui est assez intéressant. Et il y a un élément qui, là aussi, est un héritage de l'adaptation du roman, qui est la voix-over. Qui est à la fois une qualité et un souci pour moi. Voix-over, d'ailleurs, c'est l'auteur lui-même. Tu pourras redire son nom, Florian, parce que je l'ai déjà oublié. Donald Ray Pollock. Merci. Alors, c'est lui-même qui fait la voix-over. Donc, petit clin d'œil, c'est l'auteur du bouquin qui raconte l'histoire. Et c'est intéressant certaines fois pour des effets d'annonce. Par exemple, quelque chose qui, sans spoiler, arrive au personnage de Mia Wasikowska, où il y a quelque chose justement de la fatalité, où on joue sur l'ironie dramatique de façon assez intéressante, je trouve. Mm-hmm. Par contre, à la fin, il y a par exemple un twist avec un pistolet où là aussi la voix-over va nous montrer quelque chose qu'on n'a pas vu, enfin nous expliquer quelque chose qu'on n'a pas vu et où ça fait très artificiel. Et voilà, il y a un peu... c'est pas un film très fin, hein, ça non, c'est sûr. Pas un film très fin, mais il peut utiliser les mêmes éléments de façon plutôt subtile, je trouve, et à l'inverse, d'une manière carrément grossière, quoi. Ouais. Florian ? Qu'est-ce que tu... Oui, je sais pas. Qu'est-ce que tu veux dire là-dessus ? La voix off, pour moi, ne sert strictement à rien. C'est bien la preuve que le réalisateur ne sait pas raconter son histoire visuellement. Que ce soit l'écrivain qui la fasse, c'est un peu une sorte d'hommage. Donc, je trouvais l'idée intéressante. C'est vrai que l'exemple que tu as donné avec le personnage de Mia Wasikowska est intéressant, mais pour moi, tout le reste, mais j'étais là, mais j'en pouvais plus. J'étais là, mais ta gueule, filme-le-nous, montre-le-nous. T'as putain de 2h20 pour nous montrer ça. Ouais. Enfin, tu vois, moi, je trouve qu'il y a des problèmes de mise en scène assez importants. Et pour moi, la voix off, on est un problème assez important. Encore, en tout cas, moi, qui m'a vraiment saoulé. Et ça me dérange. Pour moi, la comédie, enfin, ce que tu sentais un peu, ce dont tu parlais avant, Alex. Sur le fait que tout se pourrit et tout, ou le nihilisme dont tu parlais, ça me choque qu'on parle de nihilisme, parce que pour moi c'est un film qui ne l'est pas du tout. Pour moi, du moment qu'il n'y a pas de réflexion, en fait,
qu'il n'y a pas une proposition thématique qui soit un peu élaborée. Pour moi, ce film est vide en fait. Vraiment, je répète ce que je disais au début, mais c'est vraiment ce qui m'énerve en fait avec ces films, qui ont des thématiques intéressantes à la base, parce que pour moi, le thème principal, comme Thibaut l'a dit avant, c'est la reproduction des schémas comportementaux, surtout dans des campagnes américaines comme ça, où les gens évidemment sont pas super intelligents et tout, donc reproduisent la violence qu'ils ont connue de père en fils. Et là, attention ce que tu dis sur les campagnes américaines, hein, quand même. Oui, sur les campagnes françaises, pareil. Hein. Si tu veux élargir le genre spectre. Voilà. Les campagnes, tu veux nous fâcher avec d'autres campagnes par hasard ? Je trouve qu'il pourrait en parler. Enfin, je trouve qu'il en parle pas assez, qu'il effleure ça et qui, encore une fois, qui se perd avec ces trucs secondaires qui n'intéressent personne. Ah bah quand même, ça se termine sans trop en dévoiler sur la question est-ce que Tom Holland va reproduire le parcours de son papa ? Bien sûr, oui. Mais ça vient dans les 30 secondes finales, si tu veux. Tout le reste du temps, il aurait pu développer d'autres thématiques et d'autres productions schématiques avec les personnages secondaires, ce qu'il ne fait absolument pas. Et pour moi, j'ai un problème, encore une fois, énorme avec ces caricatures qui restent des caricatures tout le long, qui donnent une très mauvaise image d'ailleurs des États-Unis et de cette période-là, même si c'était vrai. Parce que Donald Ray Pollock a grandi à Knockemstiff, qui est une des bourgades dans lesquelles se passe le film. Ouais. Donc raconte un peu une partie de son enfance, des choses qu'il a connues. Et pour moi, je trouve ça assez gros qu'un mec qui a vécu ça, parce qu'il a dû vivre de la violence, ce gars. Enfin, tu vois, dans le bouquin, en tout cas, ça se ressent plus. Et dans le film, on perd complètement ce côté de vécu, d'essayer de comprendre pourquoi, en fait. Dans le bouquin, il y avait un petit peu ça. La violence était beaucoup plus viscérale. Ça, je trouve, c'est un autre problème du film. Je trouve ça complètement aseptisé. Je trouve que ça est facilement amené. Il fonctionne en fait. Quand même. La plupart des meurtres, ils fonctionnent assez. Il y a ce côté violence graphique. Ça fonctionne, aussi qui est mais présent. Moi, j'aime pas voir des films qui simplement fonctionnent, en fait. Ouais. Voilà. Et donc, pour moi, en 2h20, encore une fois, il aurait pu aller tellement plus loin et il ne le fait pas. Donc, pour moi, c'est un film raté, en fait. C'est un film simpliste et raté. Simpliste, absolument. Et moi, justement, c'est ça qui me plaît. C'est que pour moi, il n'a pas besoin forcément. Je préfère aller voir un Marvel, à la limite. Arrête, oh là là. Non, mais on n'a pas besoin de développer forcément justement une réflexion profonde et philosophique. Pas développer, je dis juste caractériser des personnages. Attends, parce que pour moi, même si effectivement on peut reprocher au film une certaine vacuité, et je suis assez d'accord là-dessus, mais là où moi ça fonctionne, c'est que justement le réalisateur ne prétend pas nous faire une quelconque réflexion, apporter quoi que ce soit là-dessus, apporter un message, ou même apporter une morale. Pour moi, c'est juste, il s'amuse en fait avec ça en nous montrant la violence. Pourquoi est-ce qu'il fait des films alors, ce gars, s'il a rien à dire? Parce que c'est un jeu finalement, et moi je l'ai vécu comme ça, c'est-à-dire c'est un jeu assez sournois avec le spectateur, avec notre rapport à la violence, à la vengeance et tout ça. Et il y a certaines scènes, moi justement, qui m'ont marqué, notamment avec le personnage de Robert Pattinson. Le mec vient donc 50 ans après les films de Jean Fukasaku ou de Tarantino pour les gens un peu plus récents. On est d'accord. Je suis pas en train de dire que c'est un film révolutionnaire. Mais non. Je suis pas en train de dire ça. C'est sûr que ça reste un petit film. Non mais ça reste un petit film. Je suis tout à fait d'accord. Mais sans beaucoup de prétention, à part esthétiquement où justement c'est assez travaillé, assez léché. Mais dans le fond, effectivement, c'est juste, voilà, prenez-vous cette violence graphique, prenez-vous mes personnages absolument détestables, et puis on joue avec, et puis on a ce plaisir, nous, spectateurs, de voir chaque personne échouer, se faire buter les uns à la suite des autres. Enfin, en tout cas, moi, le plaisir, je l'ai ressenti ici dans le film. Thibaut. Oui, et puis il y a un vrai plaisir aussi, on en a vaguement parlé, mais de casting, tout simplement, parce qu'il y a quand même un sacré casting dans ce film. Enfin, voilà, Tom Holland prouve aussi qu'il peut exister au-delà du MCU. Enfin, il existe dans le MCU. C'est d'ailleurs une des quelques qualités de ces Spider-Man, c'est que lui est un excellent choix et un très bon acteur. Et voilà, on voit que même s'il en fait des caisses, Pattinson est quand même assez génial dans ce rôle. C'est le personnage qui demande ça. Oui, mais tout comme, j'ai plus le nom de l'acteur, mais l'interprète du Dudley des Harry Potter, enfin tous les deux, ils jouent des prédicateurs complètement allumés et complètement pervers, et voilà, et ils sont parfaits dans ces rôles-là. Donc ouais, finalement, moi je trouve malgré tout que même les personnages, effectivement les plus caricaturaux, ils existent là-dedans. Et pour revenir à cette question de propos, effectivement, il y a pas la roue n'est pas réinventée. Le film ne raconte pas grand-chose, mais j'irais pas jusqu'à dire qu'il raconte rien, parce que moi, ce que j'aime bien justement, c'est que, comme je l'évoquais avant, ça se termine sur une question. Finalement, on nous a montré tout ça.
Et on termine sur un suspens. Est-ce que justement les schémas seront reproduits ? Est-ce que si, est-ce que ça ? Puis il n'y a pas de propos hyper moralisateurs qui est asséné avec énormément de lourdeur. Effectivement, comme tu le disais, il en fait pas des caisses, malgré ce dont on pourrait avoir l'impression. Il aurait quand même fallu attendre 2h20 et un bordel monstrueux pour avoir cette question. En fait, je pense que le problème, c'est que les intrigues principales sont pour moi assez justes, assez pertinentes, mais c'est qu'il y a toutes ces intrigues parallèles qui les englobent et qui rendent le tout un peu confus et qui donnent l'impression justement que ça ne raconte rien, alors que je trouve que ça raconte quand même vaguement quelque chose. Je suis complètement d'accord avec toi, Thibaut, c'est juste que j'ai envie de faire chier Alex. Je sais, c'est ton seul plaisir dans la vie, tout le monde le sait maintenant. Voilà ce qu'on pouvait dire sur The Devil All the Time, le diable tout le temps, réalisé par... Non mais je te jure, c'est vraiment le sous-titre français. Oui, c'est bien. Voilà. Réalisé donc par Antonio Campos. Dites-nous vous ce que vous en avez pensé. Bien entendu sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, si vous avez vu le film. Et puis de quel côté vous vous rangez. Vous êtes plutôt Florian, Thibaut ou bien de mon côté, qui suis donc le plus positif, vous l'aurez compris, sur le film. Merci Thibaut, merci. Mais merci à toi. Merci Florian. C'est toujours un succès. Absolument. À bientôt donc pour un nouveau débat du Saloon. Voilà ce qu'on pouvait vous dire sur ce film. Merci de nous avoir suivis, de nous avoir écoutés. Et puis suivez-nous bien entendu sur toutes les plateformes de streaming de podcasts. Mettez-nous des étoiles sur Apple Podcast, ça nous aide pour le référencement. YouTube, pareil avec les likes et tout ça, vous connaissez le tintouin. On vous retrouve pour un prochain épisode du Saloon avec grand plaisir. Merci pour tout. À bientôt.